Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, vif désaccord entre le gouvernement et les syndicats de boulangers autour du prix du pain. En application d'une instruction des pouvoirs publics, les producteurs proposent de passer de 150 à 140 francs CFA la baguette. Les pouvoirs publics jugent insignifiante la baisse et convoquent les boulangers à une réunion ce début de semaine à Yaoundé. Les producteurs, quant à eux, évoquent une hausse généralisée de divers produits ayant rapport avec la fabrication du pain. Les explications sont à suivre dans un instant. Des travaux, mais surtout de grosses interrogations. Le gouvernement engage la réhabilitation de l'axe PK14-PK21. Cette voie périurbaine est dans un piteux état et a déjà coûté la vie à plusieurs riverains, dont une enseignante il y a quelques semaines. Le ministère des Travaux publics y engage des travaux de traitement par endroit de la chaussée, mais les riverains émettent des réserves sur la qualité et la consistance du chantier en cours. Nos reporters se sont rendus sur cette route, devenue le symbole du calvaire de milliers d'habitants à Douala et au-delà. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Nous vous le disions en titre, après les multiples reportages d'Equinox Télévision sur l'axe PK14 Bonnet-Poupa, le ministère des Travaux publics y a entamé des travaux jeudi dernier. Seulement, les usagers de ce tronçon routier restent confrontés aux mêmes difficultés. Les travaux de remblai de certains points critiques de cette voie semblent inefficaces. À la moindre tombée de pluie, les eaux de ruissellement balaient tout sur leur passage aux grandes dames des usagers. Nos reporters d'Alastiana, Hubert Michel Kameni, sont allés voir. Sur la plaque chantier implantée à PK14, point de démarrage des travaux sur l'axe PK14 Bonnet-Poupa, les informations renseignent que les travaux à effectuer consistent au remblai des creux sur ce tronçon linéaire de près de 33 km. À peine les travaux ont commencé que les usagers crient à une mascarade. Seigneur Jésus, voici les preuves, il n'y a rien du tout. Ils font juste du blabla en voulant ranger la route d'ici là-bas. Vous-même, vous êtes sur la route, on n'a pas besoin de vous le dire. Nous sommes en train de voir ensemble. Vous allez fermer quoi ici et laisser quoi? Le trajet PK14, PK17 où les travaux ont été effectués ne laisse rien de rassurant. Je ne vois pas les changements. Si ce n'est le gravier qu'on a versé, nous n'avons pas vu autre chose. Le gravier déversé sur cette partie a été balayé par la forte pluie qui s'est abattue dans la ville la nuit dernière. De même, les travaux sont à l'arrêt. Certains engins présents sur le site appartiendraient aux particuliers et sont à location. Côté transport, rien n'a changé. De 14 à 17, c'est 200, 250. Si tu tardes un peu au niveau de 7, on va te prendre à partir de 300. Et il faut bâcher, ah ouais. Les conducteurs de moto de la ligne PK14, PK21 ne se disent pas prêts à réduire les prix au regard de nombreux dommages que subissent leurs engins à deux roues. Les cailloux qu'on a lancés ici là, c'est ça qui est en train de nous déchirer les pneus parce que c'est tellement costaud. Les voitures peuvent facilement rouler là-bas, mais les motos, au fur et à mesure, les pièces ne reviennent chères. La chaîne qu'on tendait à 100 francs, on tend la chaîne aujourd'hui à 200. Les roulements qu'on changeait, on changeait à 300, on change le roulement aujourd'hui à 500 francs. C'est donc dire que le calvaire des usagers de l'axe PK14, PK21, particulièrement des étudiants du campus PK17 de l'université de Douala, est loin d'être un souvenir. Mais combien de temps faudra-t-il encore attendre? Là est toute la question. Et le village Nkolbong dans l'arrondissement de Yabassi a été passé au peigne fin suite à l'opération Tentacule menée par la gendarmerie nationale. Près d'une centaine de personnes ont été arrêtées et plusieurs objets saisis. L'opération vise à lutter contre le grand banditisme dans les zones périurbaines. D'autres précisions dans ce reportage de Claudia Issia, Innocent Abiga. 95 personnes arrêtées, dont 11 femmes, 34 motos, plusieurs armes blanches, une dizaine de téléviseurs et du stupéfiant. C'est le résultat de l'opération Tentacule menée par la gendarmerie nationale au village Kolbon dans l'arrondissement de Yabassi. Une opération qui vise à lutter contre le grand banditisme dans les zones périurbaines et rurales. Il nous a été donné de constater, notamment par le commandement, que les malfrats
qui agissent notamment dans les grandes agglomérations se rabattent dans les zones dites rurales, soit pour cacher le butin, soit pour se cacher eux-mêmes. Pour mettre la main sur ces malfrats, cette localité a été passée au peigne fin du 28 au 29 octobre dernier. Nous avons eu à mettre la main sur un camion, comme vous pouvez le voir. Un camion qui n'a aucun papier, véritablement pas de papier. Ce n'est pas possible dans une république comme celle-ci. À chaque descente de police que nous faisons, il y a toujours des drogues. Occasion également pour les forces de maintien de l'ordre de lancer un appel à la vigilance des populations qui n'ont pas manqué de saluer cette action. L'opération qui est en train d'être menée est une très bonne opération. Parce que premièrement, c'est pour notre sécurité, parce que nous vivons les cas de vol tous ces derniers temps, les cas d'agression. Donc pour nous, il faudrait que ce soit continuel. L'édification que nous avons eue en matière des appareils électroniques, c'est de ne plus aborer quelque chose sans avoir une facture. Les personnes arrêtées et les objets saisis ont été mis à la disposition des unités compétentes de police judiciaire pour une ouverture d'enquête. Fin de parcours pour un présumé gang de braqueurs à Kekem. 3 individus viennent d'être interpellés à bord d'une moto lors du contrôle mixte police et gendarmerie à 23 h, alors que le sous-préfet a interdit la circulation de ces engins au-delà de cette heure tardive. Et parmi les personnes accusées de vol de moto figure une adolescente de 15 ans. Andinganyou, Innocent Abega, Ulrich Konomala. Derrière ces engins à 2 roues, un présumé gang de braqueurs présenté sur l'esplanade du commissariat de sécurité publique de Kekem à l'ouest du Cameroun. Ils ont été interpellés le 25 octobre dernier alors qu'en fuite après un vol de moto à Bafoussam. La victime, c'est ce jeune Daïrou Hassan qui aurait transporté 2 de ses bourreaux pour leur destination. Il dit que bon, il n'y a pas de problème de les 500, j'ai pas. À maintenant, il a mis il manque la mesure. J'ai enlevé la télécommande dans ma poche, j'ai appuyé. Quand ça a commencé à crier, commencé à courir avec la télécommande en criant. Et entre temps, maintenant, à un niveau comme mes bottes pesaient, je suis tombé. Il est venu tomber sur moi, il a arraché la télécommande. Il a allé vers la moto. Maintenant, quand il est suivi, maintenant, l'autre a dit que poignardez-le même, non. Quand il a compris comme ça, et puis la route du champ. Les mises en cause ne semblent pas nier les charges portées contre eux. Ils ne seraient pas à leur première opération. On a eu des abonnés de 2 motos. Il y a eu à Baham et Bafoussam. On a vendu depuis. Parmi ce gang, une adolescente, c'est elle qui sert d'appât pour atteindre les victimes. Âgée de 15 ans, voici 2 mois déjà qu'elle vit dans la rue. J'étais dans la maison de mon père, je suis parti, j'ai commencé à vivre dans la rue. Parce à la maison, les enfants de la belle de la femme de mon père me dérangeaient. Ses enfants m'ont violé. Oui, mon père au courant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas, il n'a rien fait, il n'a même pas réagi. Njoya Ibrahim, commissaire de Kekem, se réjouit de la collaboration entre les forces de sécurité et les populations. Il y a lieu ici de féliciter cette synergie qu'il y a au sein des FMO et aussi l'apport de la population qui depuis un certain temps a compris que nous sommes là pour eux, nous sommes là pour veiller à leur sécurité. L'interpellation de ce gang s'est faite au niveau du contrôle mixte police et gendarmerie. Le sous-préfet de Kekem a interdit la circulation des motos au-delà de 23 heures. En politique, la nouvelle ère au sein du Social Democratic Front s'ouvre sur un lot de chantiers pour l'exécutif élu le week-end dernier. Remobiliser les troupes, reconquérir les bastions électoraux et redorer le blason de l'idéologie du parti. Pour les analystes politiques, l'urgence à relever ces challenges se fait ressentir si le parti entend retrouver son rang au cours des échéances électorales de 2025. Voyons tout cela dans ce reportage de Théophile Tchunke et Kevin Diogo. Il n'y aura pas de répit pour le nouvel exécutif du Social Democratic Front, en place depuis le 29 octobre dernier. Il faut que celui qui a été élu nouveau président du SDF, qu'il se mette au travail, qu'il mobilise, qu'il convainque, qu'il trouve ce que Frundi avait trouvé. Frundi avait trouvé quelque chose qui ralliait tous les Camerounais. Et ça, c'est ce qui manque à la plupart des partis d'opposition et il faut que les gens travaillent et creusent. C'est un travail de marketing politique. Fragilisé par des clivages internes, le parti historique de l'opposition camerounaise s'est vu dévancé ces dernières années par d'autres formations politiques. Il faut aujourd'hui, pour les spécialistes des questions politiques, repositionner ce parti dans son socle idéologique.
Il y a beaucoup de choses en fait. Je crois que la politique s'est relâchée au Cameroun au début des années 2000. Et les gens ne tiennent pas compte du fait que quand vous êtes président du parti du SDF, vous ne pouvez pas avoir des accointances très particulières avec les membres des autres partis d'une certaine manière. Vous êtes un homme de gauche, vous êtes censé être un homme de gauche, vous ne pouvez pas avoir des compromissions avec des hommes de droite. C'est trahir votre propre idéologie. It is time to conquer back all our councils. SDF was you could not talk of council, regional elections without mentioning the SDF. But today, that euphoria is gone. It is something else. So go back to the people, sit there with them, convince them, talk with them. L'élection de Joshua aussi intervient également à 2 ans des échéances électorales à venir. Pour les spécialistes des questions politiques, il faut se consacrer à l'essentiel. Il n'a plus de temps à perdre, qui se consacre au parti. À ce moment-là, il pourra effectivement travailler dur et être sûr qu'en 2025, il pourra commencer au moins à intéresser les Camerounais. Parce que pour le moment, le score de 2018 est éloquent. Après le scrutin du week-end dernier, avec son lot de tensions, l'heure est désormais à l'union sacrée au sein du Front social-démocrate pour les 5 années à venir. Le 10 juillet dernier, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyébé Aïssi, signait un arrêté dans lequel il procédait au constat de nullité de 127 titres fonciers irrégulièrement établis dans la zone impactée par le projet d'exploitation industrielle de fer de Lobé dans la région du Sud. Et 2 mois plus tard, un nouveau délégué régional du MINCAF vient de prendre fonction. Amour Élisée Olomo a la lourde responsabilité de mettre fin à la braderie sauvage des terres dans l'océan. Josepha Benabena. On saisit le cadastre qui sort un chevauchement de 1600 mètres, un rapport de chevauchement de 1100 mètres carrés seulement. Après le même cadastre sort un rapport de chevauchement de 3 hectares. Après le même cadastre sort un rapport de chevauchement de 6 hectares. Après le même cadastre sort un chevauchement total. Donc vous n'êtes pas au courant. Les scandales fonciers dans la région du Sud sont devenus le lot quotidien des citoyens. Les ingénieurs du cadastre ainsi que certaines autorités administratives torpillent sans scrupule les procédures foncières à l'effet d'obtenir des titres fonciers. Dans le seul département de l'Océan, 127 titres fonciers viennent d'être annulés par une seule décision au terme d'un travail minutieux dirigé par le préfet de l'Océan. C'est à la suite de cette décision ministérielle qu'un nouveau délégué du MINCAF prend fonction ici à Ebolova avec des missions précises. J'ai prescrit la vigilance. J'ai prescrit l'évaluation permanente des activités de ces collaborateurs sur le terrain pour que nous ne nous retrouvions pas en train de vivre des situations de retrait de titres fonciers. Le nouveau délégué régional des domaines et du cadastre n'est pas nouveau dans le Sud. Je ne suis pas nouveau dans la région du Sud. J'ai été délégué départemental des domaines du cadastre foncier dans l'océan. Et je crois que j'ai fait pratiquement 17 mois de ce côté. Et les différents témoignages qui ont précédé mon départ disent tout. Donc en me renvoyant ici comme délégué régional MINCAF Sud, je crois que c'est la continuité du travail abattu dans l'océan. Dans le Mungo, où il a servi pendant 14 mois, il a été anobli par l'autorité traditionnelle pour son excellent travail. Un travail qu'il faut bien implémenter dans la région du Sud. Il y a près de 2 semaines, le gouvernement instruisait à divers acteurs du secteur productif la baisse des prix. Parmi les filières concernées, celle du pain, où les boulangers proposent de vendre la baguette à 140 francs au lieu des 150 actuels. Mais les pouvoirs publics demandent une baisse plus significative. Les explications de Nandine Guarfo et Achille Kamga. Les boulangers réunis au sein de leur syndicat ont informé le ministre du Commerce en date du 26 octobre 2023 qu'ils ont décidé de ramener le prix de la baguette du pain de 150 francs CFA à 140 francs CFA. Ils justifient cette baisse par divers facteurs qui rentrent dans le processus de fabrication du pain. Ils citent notamment la levure dont le carton est passé de 21 000 à 25 000 francs CFA. L'améliorant, qui est l'une des matières premières, a augmenté dans la même proportion. Le sac de sel a flambé. Le carton d'huile végétale est passé de 19 500 à pratiquement 26 000 francs CFA, regrettent les boulangers. À côté de cela,
l'augmentation des prix des carburants de l'ordre de 25%, les salaires, mais aussi les taxes qui viennent en rajouter à leur déboire. Il ne manque pas d'évoquer les coûts de certification des produits exigés par la Nord. En conclusion, les boulangers estiment que la baisse des 10 francs CFA est à apprécier, surtout si on veut avoir des pains de qualité. Le ministre du Commerce a réagi en soulignant que cette réduction est bien en deçà de la baisse proportionnelle du prix de la farine, principal ingrédient de la fabrication du pain. Luc Magloire Mbaga-Tangana a dénoncé les pratiques des boulangers affiliés au syndicat qui, à quelques exceptions près, ne respectent pas les normes en matière de poids du pain, ce qui constitue une grave infraction que son ministère compte réprimer. Le ministre du Commerce rejette fermement la proposition du syndicat et espère qu'au sortir de la réunion qu'il présidera le 1er novembre 2023, qu'un dialogue constructif parviendra à trouver une solution viable qui tienne compte à la fois des attentes du gouvernement et les contraintes économiques auxquelles les boulangers font face. Hors de nos frontières au Tchad, des pourparlers sont en cours en République démocratique du Congo pour un retour de Succès Masra en exil depuis 1 an. Et au sommet des 3 bassins forestiers tropicaux de Brazzaville, le président Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda de participer à la destruction des réserves du parc de Virunga à l'est de son pays en proie à de violents combats. La mouture internationale porte la signature de Nadine Yambou et Carlos Minoué. Au Tchad, des négociations sont en cours en vue du retour de l'opposant Succès Masra. Une délégation tchadienne constituée des ministres de la Réconciliation et de la Communication séjourne à Kinshasa pour des discussions prévues ce mardi avec Succès Masra en présence du facilitateur de la CEAC, Félix Tshisekedi. En exil depuis les manifestations du 20 octobre 2022, l'opposant tchadien se trouve actuellement dans la capitale congolaise où il doit rencontrer le chef de l'État. Cette initiative marque un pas significatif vers le processus de réconciliation. Jusqu'ici, le seul obstacle au retour de Succès Masra au Tchad demeure le mandat d'arrêt international émis à son encontre. S'exprimant en marge du sommet de Brazzaville sur les 3 bassins forestiers tropicaux, le président Félix Tshisekedi de la RDC a dénoncé une destruction des écosystèmes à l'est de son pays par son voisin du Rwanda. Le parc de Virunga, l'une des réserves naturelles les plus importantes du monde, qui couvre 62% des forêts du bassin du Congo, se meurt en raison des combats. Le président Tshisekedi critique l'hypocrisie des peuples africains face à l'agression dont subit son pays de la part de la rébellion du M23. Il souligne l'importance de construire des relations sincères et de travailler ensemble pour le développement de l'Afrique. Bien plus, il appelle à une stratégie commune sur le rôle central des pays des 3 bassins forestiers tropicaux. Et en Israël, de nouveaux combats ont eu lieu ce week-end dans la bande de Gaza. L'armée déclare avoir tué des dizaines de combattants du Hamas. 33 camions d'aide humanitaire ont pu entrer à Gaza via la frontière avec l'Égypte. Il s'agit du convoi le plus important à pénétrer dans le territoire palestinien, assiégé depuis la reprise limitée de l'acheminement de l'aide humanitaire. À ce jour, 8306 Palestiniens sont morts dans le conflit. On parle du sport dans ce journal. Le combat Ngannou Fury a cristallisé l'attention des amateurs de sport de combat et du noble art le week-end dernier. Après avoir mis Fury sur le tapis au 3e round après un crochet de gauche, de nombreux Camerounais avaient espoir que la victoire serait nôtre. Malheureusement, à l'issue des 10 rounds du combat, les arbitres ont finalement désigné Tyson Fury comme vainqueur. Les réactions sur la toile de cette victoire controversée avec Jirès Yopa et Jean-Paul Mboyo. Les réactions sur les réseaux sociaux n'ont pas manqué de fleurir dans le monde sportif pour illustrer l'incompréhension générale devant la défaite de l'ancien champion de MMA, Francis Ngannou, contre Tyson Fury, le champion de boxe WBC. Sur le réseau social X, ancien Twitter, le champion de l'UFC, Cédric Doumbé, a poussé le coup de gueule. Tous les connaisseurs savent que Francis a gagné. Pour l'honneur de la boxe, il ne pouvait pas le mettre vainqueur. Fin de citation. Je ne suis même pas surpris car je m'y attendais, a aussitôt répondu Francis Ngannou, avant d'ajouter « Ce genre de choses, c'est ce qui bousille des carrières ». Sans concession pour sa part, Joel Embiid, le basketteur des Philadelphia Sixers, a estimé sur son compte X que le Predator s'était fait voler sa victoire. Amateur du noble art,
Gary Lineker, ancien footballeur anglais, s'est lui aussi prononcé dans cette Battle of the Baddest, disant avoir plus vu un vol. De quoi rendre plus que discutable la victoire de Gypsy King, son compatriote. Toujours sur le réseau social X, son point de vue est partagé par la légende de boxe, Mike Tyson. Le vrai champion de la soirée, tellement fier de ta performance, a-t-il écrit, accompagnant son message d'une photo avec Francis Ngannou. De son côté, le basketteur et star de Los Angeles Lakers, LeBron James, a indiqué que cette décision était la raison exacte pour laquelle il ne regardait pas la boxe. Le Nigérian Israël Adesanya, combattant emblématique de l'UFC, a applaudi quant à lui une performance hors norme. Contre toute attente et sorti la tête haute, entrer dans le ring et affronter le plus grand poids lourd de la boxe, mon frère, tu as secoué le monde, a-t-il conclu. Le journaliste Alain Foka s'est invité dans le débat en poussant un coup de gueule pour s'indigner sur la décision des juges qu'il qualifie de honte. Non sans conseiller le redoutable combattant camerounais sur la revanche à venir, à ne pas perdre de vue que quand on est black, il faut miser sur le KO. Pour rejoindre les nombreux soutiens, Francis Ngannou confirme dans une interview qu'il a gagné le combat. If he being honest, he will say I won that fight. I won that fight. There is not a question about it. Sans discussion. Et le Camerounais champion de MMA marque ainsi son entrée dans le monde de la boxe anglaise par la grande porte après son combat au-delà de la limite avec le champion du monde de boxe anglaise Tyson Fury. L'hymne du Cameroun a retenti samedi dernier à Riyad. Les stars du monde conviées à cet événement ont chanté à l'unisson au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Francis Ngannou, le phénomène, dans ce reportage que signe Pierre Lavert-Durand. C'est une incroyable odyssée, celle d'un ancien sans-abri désormais star mondial. Dans les crânes, dans les lieux sacrés, dans les panthéons et partout, je pense que... Mon fils connaît boxer, c'est KO, c'est KO, c'est KO. Vu d'où il sort et là où il est arrivé, je pense que c'est un modèle à suivre. Et comme il nous a promis pendant son interview de la fin du game, il promet de revenir plus fort. Samedi à Buxton, le Camerounais de 31 ans a mis le monde à ses pieds. Un combat des plus attendus dans l'histoire de 10 dernières années de la boxe anglaise. L'homme est un rescapé, arrivé pourtant en France en 2013. Si le colosse camerounais a connu des galères, elles sont bien loin désormais. Le redoutable Camerounais est désormais le porte-étendard, le phare camerounais dans le monde. Si Tyson Fury s'est imposé au point des juges, par ses coups de poing, Francis Ngannou a marqué l'histoire. Il a impressionné. Par sa prestation, Francis Ngannou a fait vibrer le monde entier. Il a fait flotter dans ce lieu et regarder par des millions de personnes à travers le monde le drapeau vert, rouge et jaune. Francis Ngannou aura donc rendu à la boxe camerounaise toute sa grandeur et toute la reconnaissance qui lui revenait. Et désormais, on entendra retentir sur les toits de la boxe mondiale, à travers lui, l'hymne national du Cameroun. Toujours en sport, en 2013, alors que la CAN passe aux années impaires et que la compétition se déroule en Afrique du Sud, le Burkina Faso, dont on ne vendait pas cher à la peau, passe tout proche de la gloire. Invité surprise en finale contre le Nigeria, le Burkina manque de peu de remporter son tout premier trophée en s'inclinant 1-0. Retour dans Chemin de Cannes ce soir sur cette tentative manquée du Burkina Faso en 2013. C'est avec Aïk Cyril. Ce programme vous est offert par Razel. Live the moment. En 13 participations à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina Faso frôle la gloire en 2013. La 29e édition de la CAN se dispute en Afrique du Sud. Le Burkina Faso est en finale contre le Nigeria. Devant 85 000 spectateurs au stade de Johannesburg, le Burkina Faso oppose une résistance farouche. Mais grâce à son expérience de la haute compétition, le Nigeria l'emporte 1-0 sur une envolée de Sondeba à la 40e minute. Le Burkina Faso perd la finale, mais son parcours aura été élogieux dans cette compétition.
Face à cette même équipe du Nigeria dès l'entame du tournoi dans le groupe C, le Burkina Faso arrache le nul, 1 but partout. Rapidement mené 1-0 sur un but de Emenike à la 22e minute, le Burkina Faso obtient l'égalisation grâce à Traoré à la 94e minute, alors que l'arbitre s'apprête à siffler la fin. Revenu de loin à la première journée, le Burkina Faso monte en puissance à la deuxième journée. L'Éthiopie est désillusionnée 4-0. Un doublé de Traoré aux 34e et 74e minutes. Un but de Koné à la 79e minute et un autre de Pitroipa à la 95e. La qualification assurée pour le second tour, le Burkina Faso met la pédale douce à la 3e journée. 0 but partout contre la Zambie. La joie des supporters burkinabés de passer au second tour est d'autant plus grande que la Zambie, qui vient d'être tenue en échec, est détentrice du trophée. Aujourd'hui, j'ai la joie. La joie, je suis ressuscité en 2013. Et nous allons aller loin, le plus loin possible. Ça fait déjà depuis 1978 nous courons derrière cette coupe et nous n'avons jamais dépassé le premier tour. Cette année, nous avons atteint carrément les quarts de finale. C'est une bonne chose pour le pays. Ça montre qu'au niveau du football, nous progressons. Je suis très déçu parce que la Zambie est championne. Ils devaient gagner. Ils devaient défendre leur titre. Je suis vraiment déçu par la Zambie. Qualifié en tant que premier du groupe, le Burkina Faso retrouve le Togo au quart de finale. Étalon contre épervier, rencontre aux allures de choc de titan. Pendant les prolongations, 105e minute, alors que l'on s'achemine vers les tirs au but, Jonathan Pitroipa délivre les siens d'une tête magistrale. Demi-finale contre le Ghana. Le Burkina Faso concède l'ouverture du score sur un pénalty de Wakaso à la 13e minute. Aristide Bansé égalise à la 60e minute. Mais le Burkina Faso passera par toutes les émotions dans cette demi-finale. D'abord, le deuxième but des étalons est refusé. Ensuite, Pitroipa, qui croit obtenir un pénalty sur cette faute à la 117e minute, est plutôt exclu pour simulation. Tout compte fait, au tir au but, le Burkina Faso l'emporte 3-2. Toute la population de Ouagadougou, je vous adore. Le Burkina Faso perd la finale contre le Nigeria, mais les étalons gardent de beaux souvenirs de la CAN 2013. Le meneur de jeu, Jonathan Pitroipa, reçoit le trophée de meilleur joueur du tournoi. Avec 3 passes délivrées pour des buts de ses partenaires, Jonathan Pitroipa est aussi le meilleur passeur de la compétition. Ce programme vous a été présenté par Razel. Live the moment. Et de la réclame dans cette édition du 20h, l'entreprise bancaire CCA pour le mois d'octobre rose a fait bénéficier à ses employés, en particulier des femmes, des conseils sur le dépistage du cancer du sein, mais aussi l'autopalpation. CCA Bank entend par ses activités pousser entre autres les femmes à une émancipation sanitaire et financière. Reportage. Promouvoir la sensibilisation et le dépistage du cancer du sein, c'est le combat citoyen que mène la CCA Bank durant ce mois d'octobre rose. Engagée pour la cause, aux côtés de son égérie, l'artiste de renommée internationale Charlotte Dipanda, la CCA Bank cette année accorde une importance particulière à cette campagne. À la CCA Bank, nous sommes tournés clients de par nos services, mais pas seulement les services bancaires. Nous devons nous occuper aussi de la santé. Il est important que nous nous occupons de nos clients et que cette sensibilisation soit faite, que les prises en charge
soit aussi effectuée, mais surtout que l'éducation prenne chemin pour qu'on n'arrive pas à la maladie, et même si on devait y arriver, de façon précoce, qu'on puisse la détecter. D'après les statistiques peu reluisantes, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Le thème de cette année est assez évocateur et l'étape primordial pour anticiper sur cette maladie reste l'autodépistage selon les médecins. 76% des cancers dépistés chez la femme sont faits par elle-même et seuls 24% sont dépistés par le médecin. Ça veut tout simplement dire que l'auto-palpation du sein dans le dépistage du cancer est une étape primordiale. Le cancer du sein est à ce jour une question de santé publique qui devrait concerner tout citoyen. Je suis l'ambassadrice de CCA Bank et là c'est une question de santé publique. Donc déjà en tant que citoyenne tout court, je me sens complètement concernée. C'est un problème qui concerne la femme, la santé de la femme. Donc pour moi, ça me paraît complètement évident d'être là et surtout pour m'édifier aussi. Pour une meilleure compréhension du dépistage du cancer du sein, les médecins prescrivent. Et le dépistage clinique passe soit par une échographie mammaire, soit par une mammographie, ou alors les deux en fonction du choix thérapeutique ou du choix diagnostique du médecin. Le top management de la CCA Bank est un trio féminin qui milite à travers son programme Women Banking à l'émancipation de la femme en ce qui concerne la finance. Nous ne pouvons pas être aussi bien positionnés et ne pas s'occuper des problèmes des femmes. Donc à CCA, nous avons mis en place un programme, je dois le dire assez clairement, un programme qui, je le dénomme en anglais Women Banking Program. Ce programme inclut plusieurs services et produits dédiés pour les femmes pour pouvoir les accompagner dans leurs projets et financer leurs entreprises. Donc j'invite les femmes à se joindre à la grande communauté CCA Bank. Autant mieux le dire, la CCA Bank est plus que jamais aux côtés de la femme. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans un court instant avec Serge Alotou et ses invités. Serge. De traitement des points critiques sur l'axe Douala-Boné-Popa. Les travaux ont commencé jeudi dernier. Des travaux, vous l'avez dit, mais surtout de grosses interrogations. Serge Alain, le gouvernement a engagé jeudi dernier la réhabilitation de l'axe PK14, PK21. Cette voie périurbaine est dans un piteux état et a déjà coûté la vie à plusieurs riverains, dont une enseignante il y a quelques semaines. Il faut dire, les riverains émettent des réserves sur la qualité et la consistance de ce chantier en cours. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain 20h. La suite, c'est un plateau en compagnie de nos invités Charles Ndikam, le maire Carlos Gualem, Siaka Choné et le maire Joseph Espoir Bion. Voilà, le maire Carlos Gualem, vous avez sûrement vu de nombreux reportages Equinox Télévision sur cet axe-là qui a, malheureusement, on dénombre, qui a fait une victime, une enseignante du lycée bilingue de PK21. Je voudrais le commencer... ministre des Travaux publics a annoncé le début de ce qu'on appelle traitement des points critiques. Je voudrais déjà commencer par m'incliner devant la mémoire de cette enseignante, décédée à la suite d'un accident sur cet axe devenu un mouroir. Ce qu'il faut dire simplement, et je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est que ces infrastructures dont la réalisation pose problème traduisent l'échec de ce gouvernement dans la conduite des travaux. Et d'ailleurs, Charles Ndikam l'a indiqué tout à l'heure, qu'est-ce qui explique donc qu'on ne puisse pas envisager des produits, faire des plans et les réaliser jusqu'à leur terme. Parce qu'il nous souvient que l'entreprise tchadienne qui avait gagné le marché de construction de cette route, Douala-Boné-Popa, a vu son contrat résilié. Pour quelles raisons? On ne sait pas. Quels sont les critères pour lesquels cette entreprise avait d'abord préalablement été choisie? Personne ne sait.
Toujours est-il que l'axe PK14 Bounepoupa est une route nationale. Et cet axe-là est inclus dans la ville de Douala, qui est dirigée par une communauté urbaine. Et donc, le citoyen se retrouve dans une situation où il interpelle le maire de la ville sur cette route. Le maire de la ville ne répond pas. Il interpelle le maire de Douala 5e et le maire de Douala 3e. Il ne répond pas. Il interpelle le président du conseil régional. Il ne répond pas. Et pour finir, on se retrouve dans une situation où le gouvernement décide enfin de venir colmater les brèches. Parce que de ce que nous avons entendu tout à l'heure, il n'est pas dit que les travaux ont été repris par une autre entreprise. Non, parce que je sais quand même que l'entreprise chinoise a vu, l'entreprise tchadienne a vu son contrat être résilié. D'ailleurs, il me souvient que la communauté urbaine de Douala, devant les cris et les pleurs des populations à la suite du décès de cette enseignante, avait décidé, malgré elle, et malgré que cette route ne relève pas de sa compétence, d'aller là-bas faire des travaux. Et ça veut dire qu'on peut. Peut-être je trahis un secret. Quand on n'est pas compétent, on peut. Effectivement, ils avaient décidé de le faire. D'ailleurs, la ville a eu à le faire, parce que contrairement à ce qui est dit, il n'est pas, si la communauté urbaine décide d'intervenir dans une route qui relève du ministère des Travaux publics, la démarche à suivre, c'est simplement d'impliquer les services du ministère des Travaux publics dans ce travail-là. Ils ont donc décidé de le faire, et la démarche a été celle que je viens de décrire, à savoir inviter le délégué départemental et le délégué régional des travaux publics à descendre sur le terrain pour évaluer la consistance des travaux. Et je voudrais dire qu'il y a un budget de 300 millions qui avait été envisagé pour être mis en place pour essayer de faire quelque chose pour soulager les populations par la communauté urbaine de Douala. Les services du MINTP, mis au parfum donc de ce projet de la mairie de la ville de Douala, ont décidé d'anticiper et de venir prendre eux-mêmes les choses en main. Je veux dire qu'on se retrouve là devant un conflit de compétences où la mairie de la ville, devant les cris et les pleurs de ses concitoyens, parce que les gens qui passent sur cette route-là, malgré qu'elle soit une route nationale, sont d'abord avant tout les citoyens de la ville de Douala. Et donc, moi je pense que c'est un peu ça, cet imbroglio-là, qui pose problème. Moi, je crois que nous devons aller vers une décentralisation effective si les gens ne veulent pas accepter le système fédéral qui, pour moi, est le meilleur système. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure que la décentralisation a échoué. Je vais revenir sur ça pour expliquer pourquoi. Peut-être que vous m'accorderez quelques minutes. Même au FCC, c'est toujours le fédéralisme. Vous pensez que c'est... Oui, le FCC est convaincu que le fédéralisme est la meilleure forme de gouvernement pour ce pays. Parce que le système décentralisé a ceci de particulier que la réalité du pouvoir demeure détenue par l'État central. Vous avez le gouverneur, vous avez le représentant de l'État, les secrétaires généraux qui sont en réalité tous nommés par le gouvernement, mais qui détiennent la réalité du pouvoir au niveau des collectivités. Et par contre, dans le système fédéral, vous avez la réalité du pouvoir où les populations décident elles-mêmes de leurs problèmes et trouver des solutions locales à leurs problèmes. Donc, moi je pense que ce soit le problème de cette route PK14 Bounepoupa, que ce soit les problèmes d'insalubrité, de promiscuité auxquels nous faisons face dans nos grandes villes, que ce soit les problèmes fonciers que M. Bion vient d'évoquer tout à l'heure, en réalité, nous sommes face à une situation d'ingouvernabilité d'un pays. Parce que si vous n'avez pas, si vous n'avez pas d'infrastructure, vous vivez avec les ordures devant votre maison qui ne sont pas enlevées. Vous avez ces problèmes écologiques auxquels nous faisons face. Le monsieur du RDPC tout à l'heure a expliqué les questions. Menace de détruire. A expliqué tout à l'heure des questions de changement climatique et la pluviométrie qui empêche la réalisation d'un certain nombre de travaux. Mais je voudrais lui dire simplement que
lorsque vous vivez dans une ville côtière comme la ville de Douala, vous devez vivre avec ces facteurs-là. Quand vous voulez faire des travaux, vous devez tenir compte de ces facteurs. Quand vous voulez faire les notes de conjoncture économique, vous devez tenir compte des facteurs climatiques, des facteurs environnementaux. Sinon, vous allez échouer. Nous avons tous vu la réalisation d'un certain nombre de travaux qui ont été détruits par la ville, par exemple dans la ville de Douala. Bien heureusement, j'ai écouté le maire de la ville de Douala qui a indiqué qu'il ne va pas réceptionner ces travaux-là parce que l'entreprise a décidé elle-même d'engager les travaux en période de pluie avec le béton bitumineux sans tenir compte de la texture du sol. Par exemple, dans certaines zones de la ville de Douala, nous pensons par exemple que quand vous êtes dans des villes côtières comme la ville de Douala, où la nature du sol est essentiellement constituée du sable et de l'eau, la réalisation des travaux doit tenir compte de ces facteurs et nous pensons que le pavé doit être privilégié en saison de forte pluie par rapport au béton bitumineux. Si vous me permettez la parenthèse, il ne faut pas, parce qu'il n'y a pas un chef d'entreprise pour ceux qui font décider, il faut savoir qu'on soumissionne un marché selon son cahier de charge. Si à la base, la maturation du projet a prévu le béton bitumineux, eh bien, on ne va pas mettre de pavé. Ce n'est pas de la faute de l'entreprise si on a prévu le béton bitumineux. Il vient soumissionner un marché qui est déjà maturé. Si la texture du sol n'adhère pas aux matériaux proposés, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de pouvoir respecter le cahier des charges qui a été mis en place. Monsieur Bion, moi, je n'ai interpellé aucune entreprise ici. Moi, je suis dans l'interpellation des pouvoirs publics. Il faut savoir que les projets sont maturés par les collectivités et par l'État. Ce ne sont pas les entreprises qui maturent les projets. Lorsque une mairie comme celle de Douala-Saint où tu es maire décide par exemple de faire un projet, c'est elle qui décrit les thèmes de référence du projet. C'est pas l'entreprise. Donc en réalité, moi je pense, et ça c'est une proposition que nous faisons, certes le pavé coûte plus cher, mais il faut aller vers le pavé dans une zone comme Douala et dans certaines zones. Moi j'ai par exemple vu que la dégradation des travaux dont je fais allusion a concerné uniquement les travaux réalisés avec du béton bitumineux. Dans les zones qui ont été réalisées avec du pavé, moi j'ai vu très peu de dégradation. Non, il y a beaucoup d'endroits où il y a... Non, j'ai vu très peu. J'ai vu le taux. Très peu. Parce que pour le béton bitumineux, le taux de dégradation est plus élevé. Si vous circulez dans la ville, vous allez constater ça. Les contraintes techniques ici, parce que c'est une autre science. On va se... Oui, c'est vrai. On vous en est perdre. Pourquoi est-ce qu'on doit même évoquer... Les contraintes techniques... Excusez-moi du terme. Pourquoi est-ce qu'on doit évoquer le moins pire? Pourquoi on ne peut pas faire quelque chose de correct? Pourquoi on va essayer de voir qu'il y a moins de dégradation? Pourquoi? Qu'on sorte un peu de ce logiciel où ces gens nous ont entraînés là où ce qui est normal devient anormal et l'inverse. Mais qui veut faire la promotion des routes en pavé, c'est qu'il n'y a rien de mal à ça d'ailleurs. Mais ce que je dis ici, c'est qu'en fait, il faut bien savoir que la solution proposée est aussi proportionnelle aux moyens disponibles. Je suis d'accord. Donc à chaque type de marché, il y a ce qu'on appelle le coût prévisionnel. Et quand on vous dit faites une maturation, c'est en fonction du projet maturé que le ministère en question peut mettre à votre disposition un budget sous forme d'un BIP, d'un budget d'investissement public. Non. Vous permettez, parce que je voudrais quand même parler des questions que je maîtrise un peu. Il faut savoir que la plupart des projets qui sont réalisés par la ville de Douala, pour ce qui est des routes dont je parle, sont des projets réalisés sous fonds propres. Ça, les routes, les constructions qui sont réalisées par la ville de Douala le sont sous fonds propres. Ce ne sont pas des transferts de crédit des ministères. Je peux vous citer au moins 3 projets qui ne sont pas réalisés sous fonds propres. Non, je suis d'accord qu'il y a des projets qui ne sont pas sous fonds propres. Par exemple, la route de Bédi dont tu as parlé, c'est une route qui en réalité, c'est la Banque mondiale qui a financé ça. Mais les projets dont je fais allusion tout à l'heure, les projets, par exemple, d'urgence, qu'on a lancé en saison de pluie lorsque la situation était critique, l'ont été sous fonds propres. Il ne fait que des projets d'urgence. En fait, c'est des projets temporaires, ce ne sont pas des projets définitifs. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Siaka Chené, il y a cette situation, il a décrit, il y a cet axe-là, on a l'université de ce côté-là, PK17, il y a eu cette enseignante qui est décédée.
Voilà, entre PK14, PK17, PK21, jusque-là. On fait comprendre qu'il y a plusieurs... il y a le ministère des Travaux publics qui devrait être là, compétent. Il y a la mairie de la ville de Douala. Il y a à gauche Douala 5e. Non, Douala 5e et Douala 3e ne sont pas concernés du tout. Ça, c'est une mauvaise appréciation. Non, écoutez, moi, laissez-moi aller. Je suis en train de planter le décor. Il y a Douala 5e à gauche et il y a Douala 3e à droite. Les populations depuis crient. Et comme a dit le maire Goualem, on ne sait pas. On interpelle X, il renvoie tort à l'autre. Finalement, on ne fait rien. Vous avez suivi les populations tout à l'heure? C'est depuis jeudi qu'on a annoncé le début de ce qu'ils appellent traitement des points critiques. Jusque-là, nous sommes rendus lundi. Yes, Serge Alain Otto, it is a very complex situation. Why? Why is it so complex? I followed keenly Mayor Mbalem and Mayor Bilong. I think we have to re-strategize at the level of the Ministry of Public Works. Let me set it straight. Before all these works are being allocated for tender, there is what we call the feasibility studies. Yeah. Feasibility studies are being done by experts of the Ministry of Public Works. I would like to think that they have to do it in collaboration with the various local councils, because what happens is that when these bids are being launched to construct these roads, there are already provisional costs that are being allocated after the report of the technocrats of the Ministry of Public Works, after their feasibility studies. Companies now come and bid to do the construction of this work. But the fundamental quagmire is that when they go on the ground, they find something else that no longer corresponds with what they found in the technical bid. That is where these companies are finding problems in executing most of these works. A tender is launched in Yaoundé. You leave Chad, you travel to Yaoundé, you buy the tender, you bid for the job, but when you go to the terrain to execute the job, you realize that the technicalities that were involved inside the technical tender are different from what you are seeing live on the terrain. And most often than not, the cost no longer corresponds to what you have to invest. So what do? They play hanky-panky and try to do cut and nail, and at the end of the day, the job is not well done. I want to make this fervent proposal to the Ministry of Public Works. Opportunities should be given to these companies to do their feasibility studies. After their feasibility studies, they present their financial offer as per their technical specifications that they have found on the ground. Because most often than not, as I earlier exemplified, when they win these jobs and they go to execute, what they find on the terrain does not correspond to what is technically in the bid. Ok. Charles Dicam, pour terminer cette situation côté de PK14. Moi, je vais plutôt aller en amont. Oui. Je voudrais savoir comment se fait-il qu'on implante une université, une prison, et que la route suive. Il me semble que la route devait précéder ces implantations-là. On en est sur le même schéma que celui des péages. On construit des péages soi-disant modernes sur des pistes, alors que les routes ne sont pas encore faites. Moi, je me demande qui pense ces projets d'abord pour commencer. Est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils pensent avec la même tête que vous et moi? Il y a déjà un non-sens à cela. Comment peut-on se retrouver dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, où aujourd'hui, c'était censé démarrer jeudi, bon, les déclarations de bonnes intentions, ça aussi nous sommes habitués, mais qu'est-ce qu'on va aller faire? Ils ont appelé ça comment? Travaux de traitement des points critiques. Voilà, ça c'est typiquement camerounais, comme axe lourd, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que quand vous voulez embrouiller les Camerounais, vous allez chercher des mots savants, ça ne veut rien dire. Allez dire que vous bouchez les trous, c'est tout ce qu'on va faire là-bas. Et donc dans 2 mois, on sera dans la même situation.
J'ai rien d'autre à dire de plus. Donc vous voulez qu'ils disent boucher les trous? C'est les routes en terre, on ne bouge pas les trous. Donc la terre n'a pas de trous. On traite uniquement les points critiques. C'est les zones qui sont embourbées, où il y a trop. Donc... Quand on traite là, on fait quoi? Non, je demande, quand on traite, on fait quoi? On racle la grande boue, on vient avec une terre d'emprunt qui est une terre latérale. Pour mettre dans les trous, non? Non, parce que tu veux me dire, les trous, on les remplit comment alors? Par la grâce du Saint-Esprit. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas pourquoi vous voulez être compliqué là aussi. J'en arrive à la même conclusion que toi, que ce monsieur, que les Camerounais avec nous constatent qu'ils ont failli. On est encore en 2023 aujourd'hui. Aucun projet au Cameroun jamais n'a commencé à arriver au bout. On en a encore parlé, bouchage de trous. Voilà. Non, ça s'appelle travaux de traitement des points critiques. Oui, au quartier, c'est bouchage de trous. Merci Charles Dicam, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je n'ai pas donné un point de vue, je pensais que mon tour viendrait pour que... Non, vous avez beaucoup parlé en première partie. Je voudrais juste... On arrive à faire l'émission. Je voudrais juste apporter une petite précision sur le tronçon PK14. Allez-y rapidement, je voudrais rappeler que le département du Wouri s'arrête à PK27 et que la mairie de la ville de Douala ne peut pas aménager la route au-delà de PK27. Elle a aménagé à partir de 14 où il y a un problème. Voilà, je n'ai même pas fini. Non, parce que les citoyens ont besoin d'informations. Merci, on va revenir là-dessus. Oui, précision. Mais 14 même n'a pas commencé. On n'a même pas commencé à 14. En réalité, les travaux qui devaient être effectués devaient s'arrêter à PK21. Merci. On est arrivé au terme de l'émission. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, PK14.